Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup de nous suivre sur ce webinaire Les achats responsables dans l'événementiel sportif. Aujourd'hui, on va partager des expériences de personnes qui organisent des grands événements, de personnes qui contribuent à l'organisation d'une manière ou d'une autre. On est ravis de pouvoir coporter ce webinaire entre Les Canaux et ESS France. Avec un représentant très digne de ce nom, puisqu'il s'agit du délégué général de ESS France qui va co-introduire cette session aux côtés de Riyad Salem, qui nous fait le plaisir de sa présence. Riyad, avant de te laisser la parole, je vais très simplement te présenter. Alors, le CV et le palmarès sont tous les deux longs comme le bras, mais tu es récemment double champion d'Europe de rugby fauteuil, grand champion aussi de basket fauteuil et également parrain de SS 2024, des multiples casquettes dans l'entrepreneuriat social et dans l'associatif. Merci beaucoup d'être présent à nos côtés aujourd'hui. C'est un webinaire un petit peu spécial puisque c'est des premiers du genre qui allie à la fois les achats responsables dans le cadre de la semaine des achats socialement écologiquement responsables pilotés par OSS France et l'événementiel sportif, deux grands mondes qui peuvent être un petit peu antinomiques et qu'on a souhaité rassembler aujourd'hui pour vous montrer que c'est possible malgré certaines difficultés. On y reviendra avec plusieurs intervenants. Riyad et Antoine, je vous laisse à tous deux la parole, le mot d'introduction ce jour. Antoine, à toi l'honneur. Bon, alors, merci Riyad. J'ai pas votre palmarès, je pense, en quelques mots, en quelques mots pour dire que je suis ravi de participer à cet événement à plusieurs titres. D'une part parce que ça dynamise cette semaine des achats socialement écologiquement responsables qui a été lancée il y a quelques années maintenant et qui maintenant se tient au printemps pour lui donner plus de visibilité parce que cette démarche d'achat socialement écologiquement responsable, achat solidaire a besoin de cette visibilité. On se doutait bien que les amis des canaux et d'autres du RTES répondraient à l'appel. Donc merci pour cet événement et bravo. Alors aujourd'hui on va parler sport. On va parler événementiel sportif pour l'économie sociale et solidaire. On est un peu des deux côtés de la barrière parce que l'économie sociale et solidaire, par ses associations, par ses grands acteurs, est organisatrice d'événements et puis aussi par toute une autre catégorie d'acteurs, souvent plus petits, plus ancrés dans les territoires ou tout autant ancrés dans les territoires et aussi du côté de la réponse. Donc, il y a besoin de parler, de partager ses expériences, de montrer le dynamisme de ce qui se fait, de voir ce qui a été fait en termes d'innovation. Alors évidemment, quand on parle des canaux, quand on parle sport, on pense évidemment ESS 2024 et tout le boulot qui a été fait, tous les effets d'apprentissage qui ont été acquis et qui doivent être aujourd'hui partagés. Donc, je pense que c'est le sens de cette réunion et je pense que c'est ce qui met tout le monde autour de la table. Donc, voilà, il y a un petit changement culturel qui est en cours, il y a beaucoup de potentiel et pour le réaliser, il faut des événements comme celui de cet après-midi. Donc, je souhaite une bonne réunion et de belles inspirations et de beaux partages d'expériences. Merci beaucoup. Je vais rebondir avec tes mots sur cette belle réunion, cette belle expérience, cette belle initiative. C'est important de comprendre que, évidemment, le sport fait partie de notre quotidien, de nos passions. On voit comment ça arrive à mettre en mouvement. Vous savez, il y a deux choses qui rassemblent les êtres humains, c'est la guerre et la fête. Et le sport, c'est les deux en même temps, sauf que c'est une guerre pacifique. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que le sport aujourd'hui, avec Paris 2024, a décidé de faire quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire, c'est de donner 25% des appels d'offres à l'ESS. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu nulle part. Et alors, pour que ça puisse se réaliser, il a fallu un petit bateau qui amène le grand paquebot dans le port, qui était les canaux. Donc, les canaux ont créé ESS 2024 pour pouvoir permettre d'identifier les acteurs de l'ESS et aussi soit qu'ils puissent s'associer en groupement ou soit qu'ils puissent s'associer à des multinationales qui, eux, avaient assez les reins solides aussi pour pouvoir porter des budgets pharaoniques. Et donc, cette alliance, cette cohérence aujourd'hui du monde du business et du monde des valeurs, parce qu'on a besoin de ça, c'est le challenge du 3e millénaire. Comment on fait pour continuer à avoir une économie qui est respectueuse de l'environnement, respectueuse des humains
respectueuse d'une forme d'éthique. Et donc, l'ESS est les premiers, on va dire que c'est les premiers pas de cette nouvelle économie qui fera, je pense, qui sera majoritaire dans l'avenir. On voit aujourd'hui, maintenant, on a des entreprises à mission. Et il est vraiment important que pour notre identité en tant qu'être humain, d'avoir ce type de structure. Vous savez, pendant des années, j'étais dans le monde associatif et j'étais en même temps dans le monde du business. Et c'était très compliqué, je me sentais coupé en deux. Et avec l'ESS, avec cette nouvelle entité qu'on a officialisée au niveau administratif, eh ben, je me sens pleinement moi-même et je sais que je peux faire du social, je peux faire de l'humain et je peux faire du business et c'est pas tabou et c'est pas sale. Et ça me permet même d'avoir, comment dirais-je, des curseurs qui sont au bon endroit pour faire attention à ne pas abîmer les valeurs que je porte parce que on peut très vite, ça peut très vite se retourner contre nous. Avoir des valeurs, c'est important, mais comment on les incarne, comment on les fait vivre et comment on les transmet dans notre quotidien avec nos collaborateurs et collaboratrices. Et avec ce que vous allez faire là, je ne sais pas ce qui en ressortira, mais en tout cas, je suis tellement heureux parce que l'intelligence collective, c'est notre avenir et on a des enjeux environnementaux, de société qui sont sur lesquels on ne peut pas se louper. Donc, j'espère que vous allez nous amener des super solutions. Et bravo d'être dans ce mouvement de l'ESS et de l'ESS France. Je vous souhaite de bons débats et du bon jus de crâne. Merci beaucoup, Riyad. Merci, Antoine, pour ces mots introductifs qui donnent un peu le ton, l'ambiance de cet après-midi. On va tout de suite illustrer ce que sont les achats responsables dans l'événementiel sportif avec l'exemple de Paris 2024. Merci beaucoup à Silver Chamois, qui est manager achat responsable au sein du comité d'organisation Déborah général opérationnel de Doudou et compagnie, qui nous parlera des friges, on peut les voir déjà un peu à l'écran, et Julien Campagne, qui est directeur économie du sport au sein du groupe BPCE, qui est le premier partenaire premium des Jeux de Paris 2024. On va parler achat, mais je vais me tourner tout de suite vers Silver Chamois pour comprendre un peu comment est née cette réflexion, parce que c'est pas forcément évident quand on organise le plus grand événement que la France ait jamais accueilli au niveau sportif, de parler d'achat responsable. Encore une fois, ça peut paraître un peu antinomique. Sylvain, est-ce que tu peux nous expliquer comment est née cette réflexion et comment elle se traduit aujourd'hui? Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci Antoine, Riyad et Clémentine pour vos propos introductifs. Alors, aujourd'hui, moi, je suis très heureux d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Alors, rapidement, la durabilité est un sujet qui anime les équipes de Paris 2024, je dirais, depuis la candidature et où les grandes lignes ont été dessinées. Et ensuite, après la création du comité, on a défini la stratégie responsable des achats en 2019 et 2020, donc quelques mois après la création du COJOP. Alors, pour vous donner pour planter un peu le décor, l'activité achat aujourd'hui, à fin avril 2023, je vous ai préparé quelques petites slides pour quantifier un peu ce qui se passe au comité. Aujourd'hui, on a lancé à date un peu plus de 600 appels d'offres et ça correspond à 1200, un peu moins de 1300 marchés, c'est-à-dire que nous avons en moyenne 2 lots par appel d'offres et ça représente un chiffre d'affaires achat de 2,4 milliards d'euros qui sont portés à la fois par les partenaires et les prestataires. Et aujourd'hui, il y a encore 600 millions d'euros en cours de négociation. Donc, ça veut dire qu'il reste à date, je dirais que on a franchi le pic au niveau des achats. On est sur la phase descendante. Il nous reste en gros un peu moins de 100 appels d'offres à lancer. Ça correspond à 12% de tous les appels d'offres à lancer pour répondre aux besoins des jeux. Donc là, c'est la slide que vous avez sous les yeux. Vous pouvez passer à la slide suivante. Est-ce que vous m'entendez? Alors, on va faire un focus rapide sur la stratégie responsable des achats qui, en fait, s'articule autour de 5 grands engagements.
5 grands piliers qui sont les suivants. La démarche, tout d'abord, d'économie circulaire, le carbone et la biodiversité, l'innovation sociale, le handicap et… Est-ce que… Désolée pour le larcène, c'est bon, ça a été coupé. Ça a été coupé, mais est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Très bien, Silver, tu peux poursuivre. Ok. Donc là, je vous présentais donc ces 5 grands engagements. Donc le cinquième grand pilier, c'est la création de valeur sur les territoires. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces engagements sont en fait des critères extra-financiers qu'on intègre dans nos appels d'offres et qui sont priorisés et pondérés en fonction de la nature de l'achat. Par exemple, pour des prestations de nettoyage ou de restauration, on va davantage se concentrer sur l'innovation sociale. Et puis, pour des prestations de signalétique événementielle, on va se concentrer et s'intéresser davantage à la démarche d'économie circulaire. Alors, vous voyez sur cette slide que derrière chacun des piliers, on a mis en place des indicateurs qui vont nous permettre de mesurer la performance sociale et environnementale de tous les attributaires de marché pendant la phase opérationnelle. Donc, le premier, c'est le taux de réemploi, réutilisation, recyclage des produits utilisés et des déchets, donc à la fois en amont et en aval. En amont dans l'éco-conception et en aval dans la… Votre micro s'est coupé, Sylvain. Silver, on a perdu ton son. Est-ce que tu peux réactiver ton micro, s'il te plaît? Ah, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça s'est désactivé. Alors, je ne sais pas où j'en étais. Toujours est-il que derrière chacun des piliers, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'on a mis en place des indicateurs qu'on va faire tourner sur l'intégralité des sites de compétition. Il y en a 40, 39 exactement, sur les 6 villages, sur les 4 cérémonies et sur le relais de la flamme, qui sont, je dirais, les 4 cérémonies et le relais de la flamme, ce sont des événements dans l'événement. Voilà, je pense qu'on peut passer… Alors, l'indicateur qui nous concerne directement aujourd'hui, c'est le pilier numéro 5, c'est-à-dire la mobilisation des petites structures, des TPE, PME et des structures de l'économie sociale et solidaire. Alors, pour essayer de faire monter à bord ces petites structures, il y a différents moyens et dispositifs qui ont été mis en place. Tout d'abord, la création de 2 plateformes, donc ESS 2024, je ne vais pas revenir dessus, qui est une plateforme d'information, de référencement et surtout d'accompagnement des acteurs de l'ESS et des autres acteurs du marché, de l'économie ordinaire. La plateforme Entreprise 2024 qui regroupe aujourd'hui près de 15 000 entreprises. ESS 2024, si je ne me trompe pas, c'est 3 000 entreprises, 3 000 structures de l'ESS et 3 000 TPE, PME, ETI et grandes entreprises. C'est également des rencontres sur le terrain, c'est-à-dire qu'on part avec le comité et ESS 2024 à la rencontre des chefs d'entreprise aux 4 coins de France. Aujourd'hui, c'est près de 50 rencontres organisées et plus de 5 000 entreprises rencontrées. Et puis, c'est une stratégie évidemment de marché. Alors, les marchés allotis qui sont plutôt favorables aux TPE-PME, les marchés réservés, plutôt favorables au handicap et à l'insertion, les marchés closés, c'est-à-dire que l'on intègre des clauses sociales d'exécution dans nos marchés. Et ça, je dirais que c'est plutôt à l'avantage des structures de l'ESS, du secteur du handicap et du secteur de l'insertion, et puis l'intégration de critères de durabilité, comme on le verra dans la slide qui suit, je crois, qui sont pondérés en moyenne à 20%. Alors, la stratégie responsable des achats de Paris 2024, aujourd'hui, se traduit comment? Aujourd'hui, le taux de couverture achat, il est de… le taux de couverture achat responsable, il est de 65%. Ça veut dire que près de 2 marchés sur 3 intègrent, 2 appels d'offres sur 3 intègrent la stratégie responsable des achats. Alors pourquoi 66% et pas 65% et pas 100%? Tout simplement parce que les prestations intellectuelles n'en font pas partie, tout comme les marchés subséquents et puis les marchés dits spécifiques, technologiques, avec des prestations
très technique et médicale. L'autre chiffre à retenir, c'est que la pondération moyenne de ce critère, le poids que nous donnons au critère durabilité dans nos appels d'offres est en moyenne de 18%. Il est sur l'Event Delivery Model de 20%, sur les cérémonies de 20%, sur tous les marchés stratégiques, il est au minimum de 20%. Alors, Pulse, c'est le siège social de Paris 2024. C'est le premier site olympique activé. Il tourne. Nous sommes installés Front Populaire, donc à Aubervilliers-Saint-Denis, le 1er janvier 2021. Donc, c'est le reflet de l'ambition de Paris 2024. Alors, les chiffres qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, si on parle de montants facturés, je dirais que 85% des montants sont facturés par des entreprises qui sont basées en Île-de-France, et on a 41% de ces montants qui sont facturés par des entreprises en Seine-Saint-Denis. C'est 3 entreprises sur 4 qui sont des TPE-PME. C'est plus de 30% des heures réalisées par des personnes en situation d'insertion. Ça correspond à peu près à 25 000 heures à mi-2022, donc à juin 2022. Donc 15 000 heures pour la sécurité. Et puis, c'est 100% du mobilier qui a fait l'objet d'une démarche d'éco-conception et pour lequel la seconde vie a été anticipée. Ça concerne les prestations d'exploitation du siège social de Paris 2024, qui est aujourd'hui le seul site activé. Le premier site, puisque les autres seront activés l'année prochaine. Merci beaucoup, Silver. Ça plante complètement le décor et ça donne un peu l'envergure stratégique des achats pour le comité d'organisation, qui se traduisent très concrètement, comme ça a été précisé, dans quasiment tous les appels d'offres via des critères, des clauses. Je vais me tourner vers Déborah Vital, côté Doudou et compagnie, pour avoir le regard d'une entreprise qui a répondu à un appel d'offres justement de Paris 2024, un peu particulier puisqu'il s'agit d'un marché particulièrement visible de Paris 2024, celui des doudous. Déborah, je vais vous poser une question toute simple. Est-ce que les jeux, c'était quelque chose qui était prévu chez Doudou et compagnie, ou est-ce que ça a été l'opportunité du groupe de pouvoir se positionner là-dessus? Est-ce que c'était anticipé ou pas? Alors, ça a été anticipé, mais on va dire dans un timing quand même assez court. L'idée des jeux avait germé dans les équipes, notamment de notre président. Et quand un jour il est réellement rentré dans notre bureau en nous disant voilà, on y va, quoi. On s'arme, entre guillemets, et on met tout en place pour pouvoir répondre à un appel d'offres. Alors déjà, l'appel d'offres à manifestation d'intérêt, c'est la première fois qu'on y répondait. Donc, c'est vrai que Doudou et compagnie, pour resituer, on est une PME, une centaine de collaborateurs. On travaille en général sur nos propres marques, la marque leader, la marque phare étant Doudou et compagnie, leader des doudous sur le marché de la petite enfance. On fabrique, évidemment, on développe, on a une équipe de recherche et de développement dans le Val d'Oise, on fabrique, on a 2 sites de fabrication, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Et puis, voilà, on vend, on commercialise, on valorise nos produits dans les magasins de jouets de puériculture. Et quand on s'est dit, voilà, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, c'est clair, ça va être une seule fois dans notre vie et ça va nous embarquer à la fois humainement et idéalement aussi à la fois économiquement, on y va. Donc, on regarde comment on y répond. Évidemment, on étudie de près tout comment on appelle ça, les critères d'éligibilité pour pouvoir répondre à l'AMI. Et puis, on travaille tous en équipe. Je ne vais pas dire qu'on n'y croyait pas parce que sinon, on ne l'aurait pas fait. Mais pour nous, c'était clairement un moyen on va dire, de mettre un point d'honneur à toute cette expérience, toutes ces marques, ce Doudou et compagnie sur lequel on travaille depuis plus de 20 ans, cette marque qu'on a su faire grandir. Aujourd'hui, il y a un doudou qui est dans près d'un foyer sur 2. Et on s'est dit que les JO, c'était nécessairement une belle visibilité pour notre marque, mais au-delà de ça, un projet qui allait amener le groupe vers une autre étape. L'étape de visibilité des marques, mais aussi ce projet de relocalisation et de réindustrialisation plus généralement qu'on est en train de reconstruire.
Donc, on travaille sur l'AMI, on est sélectionné, donc avec un autre licencié. On a un confrère également licencié qui a été sélectionné avec un partage des secteurs de distribution et puis également des produits, parce qu'on parle des friges, mais on a également proposé à Paris 2024 toute une collection autour des friges. Notamment, on est Doudou et compagnie, on était obligé de présenter une collection de doudous. Donc, on a des doudous, on a des friges de différentes tailles, etc. On ne va pas rentrer dans le détail des produits. Et voilà, on est sélectionné. Alors, on se dit, bah, c'est top parce que c'est ce qu'on voulait. Maintenant, on y va, quoi. C'est du vrai. Donc, ouais, j'allais dire, je ne vais pas dire qu'on n'y croyait pas parce que pour nous, les jeux, c'est souvent le lot de multinationales. Mais cette nécessité qu'avait Paris 2024 à mettre en avant des PME ou des plus petites entreprises françaises, on l'a vraiment ressenti. Donc, on s'est dit qu'on avait aussi nos chances. Évidemment, on a mis en avant notre savoir créer, comme je disais tout à l'heure, notre savoir fabriquer. On a 2 sites de fabrication qui permettent une fabrication sur mesure pour des prix aussi sur mesure, pour une offre sur mesure. On a très bien retenu que les friges, les mascottes, c'était les mascottes de tous les Français. Sans, on va dire, sans critères de pouvoir d'achat. Donc, c'est aussi notre force que de proposer, avec notre savoir fabriquer dans notre propre usine en Asie, des mascottes avec un prix, on va dire, plus accessible à tous. Et puis, en même temps, voilà, on a ce projet qui se monte. En décembre 2019, donc bien avant la réponse, l'AMI, on avait engagé un process de rachat d'un atelier de fabrication en France, à la Guerge de Bretagne, avec ce souhait de le faire grandir, d'en faire quelque chose, puisque l'atelier ne pouvait plus grandir seul. Donc, il y avait une dizaine de personnes. On a très rapidement compris que le site allait être petit. Donc, on a réinvesti dans du matériel, dans des machines, fabriquer un jeu en peluche. Bon, vous avez tous suivi un peu le buzz de novembre 2022. Je suis en train de regarder les dates. Pourquoi on ne fabrique pas plus de mascottes en France ? Alors pourquoi ? Il y a plein de raisons, mais il faut aussi bien connaître le produit en lui-même, et ça, c'est notre rôle que d'expliquer. Un jouet en peluche, c'est extrêmement compliqué, minutieux à faire. C'est pas moins de 10 étapes à la fabrication. Ce sont des pièces qu'on assemble, mais au-delà d'assembler, qu'on coud les unes entre les autres. Le tournage, etc., c'est plus de, on va dire, 80% de valeur ajoutée de main-d'œuvre. Donc, c'est aussi des personnes à former et il n'y a pas d'école de formation de jouets en peluche ni de doudou. Donc, c'est grâce aussi, et là, je pense que ça, c'est aussi une innovation assez intéressante et c'est celle qu'on veut pousser, qui est peut-être pas toujours très bien entendue, mais c'est aussi grâce à cette expertise Asie qu'aujourd'hui, on arrive à remonter, à refaire venir un savoir-faire en France. Parce qu'on a, au-delà de nos lignes de production qui sont 100% made in France sur un sujet très excellence, on a souhaité faire travailler en amont des petites parties des friges, une partie de la houppette droite, le petit œil, un petit peu comme le secteur automobile avec ses pièces détachées. Alors, c'est vraiment un parallèle, mais c'est ces petites pièces-là qu'on va travailler avec notre expertise Asie, qu'on fait aussi revenir en France et qui représentent un temps de travail considérable dans notre usine en Bretagne, pas moins de, enfin bon, c'est beaucoup de temps, et qui vont nous permettre de relocaliser. Mais au-delà de relocaliser, c'est aussi réindustrialiser parce qu'il n'y a plus d'industrie du jouet en peluche en France. Ce n'est pas un atelier qu'on va voir, c'est une industrie. Et c'est clair qu'en arrière-pensée, les jeux, c'est aussi un tremplin et un accélérateur de ce process de restructuration du groupe. Alors, on a quand même à cœur d'être dans des prix accessibles. Donc, il ne faut pas se dire c'est Chine contre France, France contre Chine. C'est plutôt des expertises globales qui vont nous aider tous à grandir et à créer un nouveau modèle de production. Donc, nous, c'est notre objectif. Et on est très content de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui et puis de l'adhésion des Français au projet global. On a réussi, alors ça c'est pareil, ce sera aussi le succès de tous, mais à se dire une mascotte fabriquée en France qu'on a positionnée à un prix, alors certes plus élevé puisqu'on n'est pas sur les mêmes coûts de production, mais à un 39,90 qui, on l'espère, va recueillir un maximum d'adhésion, l'adhésion des consommateurs et puis l'adhésion de Paris 2024 forcément, mais aussi des distributeurs où on a tous joué un rôle aussi à la fois sur nos engagements en termes d'achat, de fabrication et puis de marge qui est plus réduite, mais c'est un projet global. Et ça, c'est important, moi, je trouve, de ne pas avoir cette vision scindée Chine-France, production délocalisée ou autre. C'est vraiment quelque chose de global. Et ce qu'on a souhaité mettre en avant aussi dans l'AMI, mais parce qu'on l'avait engagé bien avant les Jeux,
c'est ce projet de pérennité. On ne part pas bille en tête avec un projet en disant, bon, je vais recruter 20 personnes, je vais en recruter 30, je fais ci, je fais ça. Non, chaque action, en fait, elle a une responsabilité, et c'est une responsabilité au-delà des jeux. Et c'est ce qui nous a bien été transmis aussi dans l'AMI, c'est ce qu'on a mis en avant aussi, en disant, voilà, c'est clair que les jeux, c'est un événement très exceptionnel, il y a l'événement, on a parlé aussi des événements dans les événements, ça va être juste génial. Mais voilà, il y a un gâteau qui va monter, il y aura un après Paris 2024, et cet après Paris 2024, l'enjeu aussi, et ça je pense que c'est aussi important, c'est de dire comment mes jeux vont me servir à rester aussi fort après, à garder mes emplois après, bon, on espère qu'il y aura un maximum de friges dans les stades pour célébrer les victoires des équipes de France et d'autres pays. Mais bon, bah, c'est frige. Si on est de 20, on n'a plus de stock en septembre. Si on l'est un peu moins, on en a encore. On est aussi en train de penser au côté recyclabilité, revalorisation des mascottes. Parce que quand vous préparez un enjeu comme celui-ci ou un événement comme celui-ci, voilà, encore une fois, il faut penser au après et le construire pendant. Donc, ce qui est très important, c'est que, bon, vous le savez, nous, Doudou et compagnie, on est dans cet ADN business, certes, mais cet ADN fort de tendresse. Les jeux, là, on est un peu bousculés. On n'est pas habitué, nous, être dans l'événementiel sportif. Donc, bah, c'est une chouette opportunité, mais il faut rester dans le bon équilibre, essayer de maîtriser un maximum de paramètres. On a mis en place une cellule dédiée à Paris 2024, comme beaucoup d'entre nous, en disant, voilà, on doit mettre le maximum pour bien driver nos fabrications, pour bien driver le projet, pour faire en sorte qu'un maximum de Français aient cette mascotte, parce que c'est un produit, c'est une peluche souvenir. Hein, on est habitué nos peluches souvenirs. Le doudou, quelque part, c'est une peluche souvenir, puisque c'est un produit qui nous fait penser à notre enfance. Quand on est plus grand, on garde le doudou quand on en a eu un. Mais voilà, il faut le driver de manière correcte, parce que c'est une croissance extrêmement importante sur un temps court. Et voilà, il ne faut pas que le soufflet retombe trop brusquement. Donc, tout ça doit être anticipé en même temps qu'on doit bien manager pendant les jeux tout le process. Alors, la partie fabrication, on a un gros enjeu de qualité aussi. Hein, et ça, que ce soit la partie fabrication Asie ou France, vous imaginez que c'est au cœur de notre projet. On a souhaité également, et là, grâce à Paris 2024, on a pu faire de chouettes rencontres. Autant Paris 2024 a été un accélérateur de ce projet qu'on avait avant, autant grâce à Paris 2024, là, on se retrouve là cet après-midi, mais on a rencontré aussi des chouettes associations ou des entreprises plus locales. Hein. On est implanté en Bretagne, à la Guerche de Bretagne, sur un site qui n'a rien à voir avec un site de fabrication classique. Hein. On est à côté d'un Leclerc. Donc, ce côté moi, je me souviens que dans l'appel d'offres, il y avait on emmène le sport dans les villes. Nous, on emmène l'usine dans la ville. Donc, ce modèle aussi un peu nouveau, on l'avait en tête, mais peut-être qu'il a été accéléré, inspiré par Paris 2024. Donc, il faut puiser sur toute la richesse des jeux pour avancer économiquement et puis socialement. Donc, c'est aussi pour ça. Alors, on avait déjà travaillé avec un ESAT dans le Val d'Oise, où est situé notre siège social, plus pour la partie logistique. Et là, on a intégré dans notre process de fabrication un ESAT local, l'ESAT de Retier, donc à 15 minutes de la Guerche de Bretagne, l'association Phileas, où on inclut les équipes. Donc là, on est dans de la réinsertion, dans de l'insertion de personnes en situation de handicap pour travailler pour nous aider à la fois sur le pliage du socle de présentation qui vient présenter la petite mascotte fabriquée en France, puisqu'on a souhaité lui donner un visuel différent, un petit socle de production façon musée, façon petite star. Donc, avec des personnes en situation de handicap qui viennent donc monter la partie packaging, coller le petit hologramme sur le leaflet, avec une partie qui est faite au sein même de l'ESAT de Retier, et puis une partie aussi, et ça on en est super fiers, on a pu aussi intégrer dans notre propre usine en Bretagne ces personnes-là aussi. C'est-à-dire qu'il y a et au-delà d'une aide sur la partie capacité de fabrication, pour la partie packaging, c'est une vraie richesse humaine que d'avoir nos équipes associées aux équipes de l'ESAT de Bretagne. Et j'ai des bons échos côté ESAT, mais on a aussi des bons en interne. On sent que ça crée une émulation.
Et ça, on l'avait pas, enfin, on l'a plus senti sur la partie fabrication-production. Donc, c'est certainement quelque chose une collaboration qu'on aura au-delà de Paris 2024. On a pu également rencontrer le réseau de confection textile qui s'est monté pendant le Covid avec la création des masques, où là, c'est un autre enjeu puisqu'on travaille avec eux. Là, on est encore en phase de test sur une partie des coutures. Alors, pas l'intégralité des friges, parce que, bon, on vous l'a dit tout à l'heure, un jouet en peluche, c'est pas un savoir-faire qui s'improvise, mais ce qui est top, c'est qu'en fait, on voit que l'enjeu de formation est très présent, avec le souhait de reformer pour les industries de demain en France. Si les JO, si les Jeux de Paris 24 nous aident à accélérer, à refaire une partie de la fabrication en France, en s'associant à un tissu associatif local, peut-être que demain, il y aura d'autres inspirations pour créer une filière textile sur les produits plus peluches, bah, c'est juste top. Nous, on a déjà dans notre tête, après Paris 24, d'intégrer une école de formation pour que les plus jeunes générations profitent aussi de cet élan. Voilà, c'est notre projet, bien sûr. Merci. J'ai peut-être des questions. Mais bon, c'est pas facile tous les jours parce que c'est beaucoup de questions, mais quand on répond à un AMI et quand on a la chance de pouvoir être sélectionné, alors cette chance-là, elle n'est pas tombée au hasard, hein, on l'a construite, mais elle nous a confortés en disant voilà, on y est, et puis c'est clair, c'est une prise de risque, ce sont des investissements financiers, des investissements humains, mais quand c'est bien paramétré, bien dosé, je pense que c'est une belle opportunité et il faut juste la saisir et bien ouais, c'est ça, la conduire. Alors, avec ses pas dire ses écueils, mais avec tous les doutes qu'on peut avoir, avec tous les remises en question, parce que produire, là, en l'occurrence, il s'agit de produire en France. Hein. Produire en France, c'est pas, ça se saurait si c'était si facile que ça. Commercialiser les friges dès novembre 2022 jusqu'en 2024, c'est pareil, c'est pas une commande qu'on a reçue qui nous est tombée dessus. Hein. C'est une force commerciale qu'on va mettre pour aller voir point de vente par point de vente, centrale d'achat par centrale d'achat, sur des circuits de distribution qui sont complètement nouveaux pour nous. Hein. Certains sur lesquels on a voulu aller, on ne les avait pas. Les magasins de sport, on ne les connaissait pas. Les magasins de boutique, musées, souvenirs, c'est pareil. Donc, mais c'est aussi ce qu'on a souhaité avoir pour que tout ce qu'on est en train de construire nous aide aussi après Paris 2024. C'est une visibilité, puis au-delà de la visibilité, vous avez compris que ce n'est pas que du marketing, quoi. C'est beaucoup de projets qui vont tous nous emmener, on l'espère, vers du plus. On aura certainement l'occasion de reparler de cette question d'héritage, mais ce qu'on comprend surtout derrière ce témoignage, c'est la notion de collectif, et que sans cet esprit collectif et le fait d'embarquer, vous en avez parlé, le tissu local, ça serait beaucoup plus compliqué. Et je vais me tourner vers Julien Campagne, directeur économie du sport au sein du groupe BPCE, parce que ça a été aussi la volonté pour la première fois pour un groupe bancaire qui plus est partenaire d'un événement sportif, de se questionner sur la place des entreprises dans l'écosystème des jeux et qui correspond aussi au 5e pilier de la stratégie responsable des achats. Je ne vais pas en dire plus. Julien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse de ce projet et de comment ça se concrétise aujourd'hui au sein du groupe BPCE que d'accompagner les entreprises à capter des opportunités économiques dans le cadre des jeux? Oui, Clémentine. D'abord, je veux dire, c'est difficile quand on est banquier de passer après Doudou et compagnie. C'est sûr que c'est plus brutal, ça fait moins appel aux souvenirs de jeunesse, peut-être les pièces en chocolat, je ne sais pas. Donc effectivement, on est partenaire premium des jeux, hein, un des premiers partenaires premium. Alors nous, on a 25 millions de clients, le groupe BPCE, au travers notamment des marques Caisse d'Épargne et Banque Populaire, 9 millions de sociétaires. Alors des clients, c'est tous les clients, c'est des particuliers, des entreprises, des associations, des collectivités locales, des entreprises sociales et solidaires. On vise tous les marchés. Et donc nous, notre volonté, c'était de faire deux choses à travers ce partenariat. D'abord, c'était
de créer de la valeur sur le territoire. Parce que les entreprises du groupe BPCE, quand je cite Caisse d'épargne et Banque Populaire, ce sont d'abord et avant tout des banques régionales qui exercent sur un territoire délimité et dont la vocation est d'accompagner sur le plan économique la croissance du territoire. Ça, c'était la première volonté. Et la deuxième volonté, c'était de s'inscrire dans la durée autour du sport, c'est-à-dire de profiter de la dynamique des Jeux Olympiques pour devenir une banque référente dans le sport. Et donc, vis-à-vis de nos clients, typiquement, tu l'as dit Clémentine, hein, l'ambition, c'était de les faire participer à ce partenariat et de leur donner les moyens d'en profiter. Silver a donné les chiffres, hein, ils sont quand même, ça vaut la peine de s'arrêter quelques minutes sur les chiffres. Hein, quand on parle de quasi 2,5 milliards d'achats, c'est sûr que quand on est des PME ou des TPE clients d'une Caisse d'épargne Banque Populaire, qui est partenaire des Jeux Olympiques, on a été beaucoup sollicité par ces acteurs qui nous posaient la question de comment est-ce que vous allez nous faire profiter de ce partenariat, pourquoi vous êtes partenaire, à quoi ça sert. Et une des réponses, la réponse majeure, c'est de dire on va vous en faire profiter, et notamment en créant de la valeur sur les territoires. Comment on le fait? D'abord, l'objectif numéro un, c'est d'accompagner toutes ces entreprises pour qu'elles leur donner accès à l'information, en fait. Hein, parce que tout ce qui a été évoqué par Silver, les chiffres sont significatifs, mais quand on est une petite entreprise du territoire qui plus est pas forcément localisée en Île-de-France, on se dit que tout ça, c'est loin et comment est-ce qu'on en bénéficie. Donc, l'enjeu majeur, c'était de donner accès à tous ces clients-là à l'information, à leur expliquer ce qu'il y avait en jeu, comment ils pouvaient participer et répondre à ces appels d'offres. Et c'est pas simple de répondre à un appel d'offres public. Et puis de les aider, de les accompagner dans ce cheminement. Alors, ce qu'on a créé, hein, avec l'appui des canaux, c'est une boîte à outils qui est mise à disposition des établissements locaux, qui permet de former, de mobiliser, d'accompagner les clients et les prospects pour qu'ils se positionnent sur les opportunités économiques des jeux. Le dispositif, c'est des compétences, des gens qui sont capables de répondre à leurs questions, et puis des process pour qu'ils puissent s'inscrire sur une plateforme. Concrètement, c'est d'abord des événements organisés en région, hein, beaucoup d'événements. Clémentine, tu as participé à un certain nombre d'entre eux, où les caisses d'épargne et les banques populaires sur leur territoire respectif, rassemblent leurs clients pour leur présenter, avec l'appui du COJO d'ailleurs, tout ce dispositif, leur dire tout ce qu'il y a en jeu, comment est-ce qu'on peut s'inscrire, et puis quels sont les appels d'offres qui vont arriver, donc apporter du contenu. C'est aussi faire un reporting régulier aux établissements sur les entreprises qui ont remporté des appels d'offres pour nous communiquer auprès de ces entreprises. Soit ils sont clients et on les félicite, soit ils sont prospects et on leur propose d'aller les rencontrer, et puis les aider à répondre à leurs questions quand ils ne savent pas répondre à un appel d'offres public, ils ne sont pas à l'aise, etc. Donc, c'est vraiment beaucoup d'informations, beaucoup de disponibilité, et puis un process, une plateforme qui permet de s'inscrire et de répondre à l'appel d'offres. Alors, on va donner quelques résultats, parce qu'on est assez content, même très content des résultats qui ont été qu'on a obtenus jusqu'à maintenant. D'abord, il y a eu beaucoup d'événements organisés en région, et nous, c'est une façon de promouvoir notre partenariat de façon un peu différente. C'est pas simplement du sponsoring d'un événement, c'est de dire voilà, puisqu'on est partenaire d'un événement, on vous donne accès à cet événement aussi sur la dimension économique. Donc, on a organisé beaucoup d'événements avec à chaque fois de nombreuses entreprises invitées qui ont toujours été très contentes de la participation, qui ont posé beaucoup de questions sur ces événements. On a aujourd'hui presque plus de 300 de nos clients qui ont remporté des appels d'offres, avec des résultats vraiment dans tous les domaines. Hein. Je pense notamment à un pépiniériste à Nevers qui a remporté un appel d'offres et qui est hyper fier de pouvoir annoncer qu'il participe aux Jeux Olympiques. Alors, par rapport aux chiffres qu'a annoncé Silver, nous, comme on a fait beaucoup de communication en région, finalement, on a 40% de nos clients qui ont remporté des appels d'offres hors Île-de-France, et c'est super important dans les échanges qu'on a aujourd'hui avec les clients. Les retours, on leur prouve que ce n'est pas réservé
les marchés ne sont pas réservés aux entreprises d'Île-de-France. C'est vraiment leur gros point de blocage aujourd'hui. Et puis 75%, mais ça a été dit, sont des TPE et des PME. Et puis beaucoup sont des structures de l'économie sociale et solidaire. On a une filière économie sociale et solidaire qui promeut énormément cette démarche. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir pu donner accès avec des résultats et d'avoir construit cet outil qui est encore une fois assez simple, hein, une plateforme dans laquelle qui s'appelle Entreprendre 2024, dans lequel on peut souscrire, enfin, on peut s'inscrire pour répondre à des appels d'offres, et puis avoir fait une œuvre de pédagogie auprès de beaucoup d'acteurs en région, de petite taille, qui avaient l'impression que c'était compliqué pour eux de participer à cet événement un peu gigantesque. Et donc, ça a permis d'embarquer, d'engager tous les acteurs, toutes les banques du groupe, et puis c'est vécu vraiment comme une traduction concrète par nos clients de ce partenariat qu'on a avec les Jeux Olympiques. Et donc, c'est surtout, enfin, une démarche qui nous semble, et une approche qui nous semble réutilisable maintenant vis-à-vis des acteurs, des PME en général et de l'économie sociale et solidaire en particulier. Voilà ce qu'on peut dire sur notre action. Merci beaucoup, Julien. Ça illustre vraiment très bien le 5e pilier de la stratégie responsable des achats. Et surtout, ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est que c'est assez inédit comme démarche qu'un partenaire financier d'un tel événement s'intéresse aux questions d'achat et à l'accessibilité au marché public pour le coup. Je vais me tourner peut-être une dernière question auprès de Silver. Je relève la question de Xavier dans le chat qui se demande ce qui va rester de tout ça après les Jeux, quel héritage de cette méthode. Aujourd'hui, Silver, qu'en est-il? Est-ce qu'il a été réfléchi un partage? Alors ce webinaire, c'en est en quelque sorte aussi une petite partie, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui va advenir de tous ces outils après 2024? Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui, moi, ça fait 30 ans que je travaille dans le secteur de l'événementiel sportif, 15 ans dans l'exploitation et 15 ans dans les achats, dans des fonctions achats. L'événementiel n'était pas en avance en matière de durabilité. C'est-à-dire qu'il y avait une maturité très hétérogène en matière de durabilité. Et on s'aperçoit aujourd'hui, à travers les appels d'offres que l'on lance, que les prestataires répondent et se donnent les moyens de répondre différemment pour répondre à nos enjeux. Et on a de nombreux échanges avec les attributaires de marché qui se sont donné les moyens de se projeter. Et certains attendaient les Jeux pour passer la seconde, je dirais. Et d'autres avaient, on va dire, un peu plus d'avance. En tout cas, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que sur les 5 piliers de la stratégie responsable des achats, après l'analyse des offres, des 600 appels d'offres qu'on a lancés, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les acteurs sont plutôt à l'aise, je dirais, les acteurs de l'événementiel sont plutôt à l'aise, les gros acteurs sont plutôt à l'aise, je dirais, avec la démarche d'économie circulaire, le carbone et la biodiversité. En revanche, sur les 3 derniers piliers, à savoir l'insertion, le handicap et la mobilisation des structures de l'économie sociale et solidaire, là, pas très sujet émergent pour la plupart d'entre eux. Et on a mis en place, et on est en train de co-construire avec eux leurs projets sociaux et solidaires, leurs projets sociaux et solidaires. Et on est en train de mettre en place un accompagnement sur mesure pour les gros acteurs, et les plus petits d'ailleurs, les plus petits attributaires de marché. Ça nécessite beaucoup de travail de notre côté. Ce que je peux vous dire, c'est que les principaux acteurs, la locomotive, les gros acteurs comme GL, des acteurs comme la Fédération française de tennis, comme je dirais le POPB, et des agences événementielles comme Spartner, Hopscotch, Ferenca, se donnent les moyens, ou Paname 24, pour ne citer qu'eux, qui vont gérer, Paname 24 est une agence qui va gérer la cérémonie d'ouverture, les 2 cérémonies d'ouverture dans Paris. Ce sont des acteurs de l'événementiel qui sont en train de faire bouger les lignes sur tous ces sujets-là, sur les 5 piliers de la stratégie responsable des achats. Donc, les lignes sont en train de bouger, et je pense que grâce à la dynamique des Jeux et à l'effet porteur de cet événement planétaire.
Merci beaucoup Silver et c'est une transition parfaite pour notre deuxième table ronde avec le témoignage de Simon Tisney de GL Event justement, responsable RSE, aux côtés d'Émilie Frey, directrice commande publique communauté urbaine du Grand Reims et Guillaume Buisson, chargé de projet RSE au sein du comité d'organisation, le GIP France 2023. Merci à vous Silver, Déborah, Julien, pour ces premiers éclairages sur le volet des jeux. Je vais m'adresser tout de suite à Simon pour continuer sur la dynamique Paris 2024 et l'expérience de GL avec, en toute première question, Silver a mentionné le fait que les jeux étaient en train peut-être de commencer à changer le regard sur les achats du point de vue des gros opérateurs de l'événementiel. Est-ce que côté GL, c'est une réflexion qui est née en même temps que les jeux, ou est-ce que c'est quelque chose qui était plus structurel, peut-être suite aussi au Covid? Comment est née toute cette réflexion autour déjà de la RSE et puis de l'intégration des achats responsables à la RSE? Bonjour à toutes et à tous. Ben, comme a dit Silver, on était déjà assez mature sur les sujets carbone, biodiversité par exemple, ou sur l'économie circulaire, et pas très mature sur le sujet de l'insertion par exemple. Donc c'est vrai que les jeux nous mettent dans une dynamique et nous mettent en fait en relation avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est un nouvel enjeu qu'on intègre dans notre politique d'achat responsable. Pour vous donner une idée de manière tout à fait opérationnelle, on a des obligations sur tous ces sujets avec les JO. Et donc, on répercute ces obligations sur nos sous-traitants et on met en place des process de reporting pour que tout le monde aille dans le même sens. Donc, on travaille beaucoup avec Silver sur ces sujets-là. J'ai souvent des rendez-vous avec lui pour voir si on est à jour. Normalement, ça se passe bien. Donc maintenant, ouais, c'est des enjeux qui sont pris en compte par nos équipes achats et par les équipes en général, puisqu'on pense avant même l'événement à qu'est-ce qu'on va laisser de l'événement. Donc, qu'est-ce qu'on va laisser en termes d'héritage, qu'est-ce qu'on va laisser en termes de carbone, nos structures temporaires, quels vont être leur devenir après les Jeux. Et pour l'insertion, comment on peut faire travailler des personnes qui n'avaient pas forcément accès à l'emploi. Donc, c'est tous ces sujets-là maintenant qui sont directement intégrés dans notre stratégie d'achat. Donc, cette stratégie achat, elle est intégrée au... Alors, est-ce que c'est une direction RSE? Comment est-ce que ça se structure en interne et comment est-ce que vous arrivez à associer les différents pôles? Parce que GL Event, c'est un gros groupe. Comment est-ce que chacun arrive à prendre sa part dans ce volet achat? Alors, c'est vrai que l'organisation chez GL est assez compliquée. On a une organisation qui est, on va dire, juste sur l'équipe Paris 2024, donc sur l'équipe projet Paris 2024. On a une organisation en interne dans laquelle tous ces sujets-là sont pris en compte. Après, on a une équipe RSE groupe. Et en fait, les jeux nous servent de dynamique pour amener de nouvelles pratiques euh, au reste du groupe. Donc chaque mois, pour vous donner un exemple, on fait par exemple un Ritex avec toutes les BU et tous les sites de GL sur divers sujets. Ça peut être sur la gestion de l'eau, sur l'insertion, sur le carbone. Donc les autres BU et les autres sites de GL sont dans une démarche qui va être volontaire, tandis que sur P24, on est dans une démarche qui est poussée par les JO et obligée par les JO. Donc sur certains sujets comme le carbone, on a une politique groupe, mais sur d'autres sujets comme l'insertion, on n'a pas encore de politique groupe, et ça va être en fonction de la volonté de de toutes les parties prenantes du groupe. Je ne sais pas si c'était très clair.
Si, c'est très clair. Avant de parler d'un autre partenariat que GL Events a signé avec un autre gros événement qui nous attend à l'automne prochain, petite question sur un peu votre vision des appels d'offres auxquels vous répondez. Est-ce que vous sentez que dans ce qui arrive, il y a de plus en plus de considérations sociales et environnementales? Est-ce que ça permet aussi d'aller plus loin dans vos réponses? Comment est-ce que vous arrivez à intégrer tout ça? Aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, sur des entreprises de taille équivalente avec des compétences équivalentes, ce qui va faire la différence, c'est la RSE, et c'est l'aspect social et c'est l'aspect environnemental. Donc, sans parler forcément de responsabilité environnementale ou sociale, d'un point de vue simplement commercial, stratégique, et pour l'image des entreprises, on est obligé d'aller dans ce sens-là. C'est une contrainte d'un côté, c'est une opportunité de l'autre. Donc, on voit que la RSE prend de plus en plus de place sur les appels d'offres, en fait. Ok, très très clair. Et du coup, je le mentionnais, GL est aussi partenaire de France 2023, la Coupe du monde de rugby masculine qui arrive à grands pas. Je me tourne vers Guillaume Buisson, chargé de projet RSE, qui a beaucoup piloté le volet achat de France 2023. Merci Guillaume de nous faire le plaisir de ta présence aujourd'hui pour parler un petit peu rugby, même complètement rugby et complètement stratégie achat intégrée à cet événement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de cette réflexion, un peu comme pour Paris 2024? Est-ce que c'est né dès le démarrage, voire même avant le démarrage du GIP, ou est-ce que c'est arrivé après via la RSE? En soi, France 2023, donc déjà bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation à ces 2024. Donc France 2023, dès la phase de candidature, a souhaité organiser une Coupe du Monde à l'impact positif. Donc pour cela, on a mis en place une politique RSE qui est basée sur 4 engagements. On a un premier engagement qui s'est engagé pour l'éducation, la formation et l'emploi. Un deuxième engagement qui est de réduire notre impact sur l'environnement. Un troisième engagement qui est de soutenir l'inclusion et l'accessibilité. Et enfin, le dernier engagement donc, qui est agir pour une économie durable et circulaire, qui est finalement notre premier engagement, donc, qui est illustré par cette politique d'achat responsable qui vient irriguer l'ensemble de nos engagements. Donc, je le refais. Donc, forcément, la politique d'achat responsable elle vient irriguer et contribuer à la réussite de l'engagement de s'engager pour l'éducation, la formation et l'emploi, notamment en France. Elle vient s'engager pour la réussite de notre troisième engagement, qui est donc réduire notre impact sur l'environnement à travers la mise en place de critères environnementaux sur nos achats et avec une réflexion sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Et évidemment, également, contribuer à la réussite de l'engagement qui est donc de soutenir l'inclusion et l'accessibilité, notamment en réservant certains de nos marchés, justement, d'entreprises de l'ESS. Très bien. Et est-ce qu'en interne, voire même en externe, il y a eu des outils pratiques qui ont été mis en place pour pouvoir diffuser tout ça et avoir un peu des guidelines? Totalement, ouais. Alors, toute cette politique achat responsable, on a voulu la concrétiser et la synthétiser dans ce qu'on appelle un livre achat responsable. Jusque-là, c'est très simple. Ce livret, il intègre du coup la philosophie des achats, de pourquoi on réalise une politique d'achat responsable, pourquoi on veut justement réserver certains de nos marchés à l'ESS. Il prend aussi une partie sur la procédure à respecter pour les collaborateurs, notamment le respect du Code de la commande publique à laquelle on est soumis, France 2023. Et enfin, une troisième grande partie qui est en fait ce qu'on appelle les fiches achats. Donc chez France 2023, on a identifié les différentes catégories d'achat du comité. Et sur chaque catégorie, on a inscrit, alors tout d'abord des critères environnementaux, donc évidemment qui diffèrent entre chaque catégorie. On ne va pas mettre les mêmes critères environnementaux sur une grappe de raisin et sur un ordinateur, par exemple. Et ensuite, des critères sociaux qui sont plus ou moins identiques sur les différentes familles d'achat, qui est au maximum intégrer l'ESS dans nos actes d'achat, que ce soit directement en réservant des lots ou des marchés à ces acteurs, ou en essayant d'impliquer au maximum les prestataires à s'engager auprès de ces organisations.
Donc, une fois que le livret est fait, donc il a été bien sûr envoyé à l'ensemble des collaborateurs, mais bon, vous imaginez bien, ça ne suffit pas. Donc, on a mis en place des sessions de formation pour les managers et directeurs de France 2023, en ayant en esprit que justement, en passant par ce niveau de hiérarchie, la retombée sera directement sur l'ensemble des équipes de France 2023, que ce soit en centrale ou sur les 9 sites où nous avons des équipes sur site de France 2023. Et on a également eu des formations auprès de ce qu'on va appeler tout bêtement des gros acheteurs, on va dire, par exemple, on va dire les chefs de projet événementiels qui organisent des petits événements autour de la Coupe du Monde de rugby. Donc ça, c'est sur la partie interne. Et ensuite, on a la partie externe. Alors, France 2023, et d'ailleurs comme Paris 2024, on est une organisation éphémère. C'est-à-dire qu'à la fin de la Coupe du Monde, nous, en tout cas, le 29 octobre 2023, le lendemain de la finale de la Coupe du Monde de rugby, France 2023, on va dire, n'existe plus. Il va rester encore quelques temps pour, on va dire, fermer les comptes et faire les mesures d'impact. Mais on ne veut pas forcément que tout ce qu'on a fait, que ce soit sur les achats responsables ou même sur d'autres engagements RSE, se termine à ce moment-là. C'est pour ça que dès aujourd'hui, on souhaite que notre politique d'achat responsable vive autour de nos parties prenantes. Et c'est notamment par du coup la transmission de ce livret achat responsable, que ce soit donc à nos partenaires publics, à nos partenaires privés, et également notamment à la Fédération internationale de rugby, World Rugby, qui va organiser les 2 prochaines Coupes du Monde, donc en Australie et aux États-Unis en 2027 et 2031, pour que justement cette politique d'achat responsable puisse perdurer au maximum. Et si je dis pas de bêtises, il y a eu une volonté aussi de transmettre aux collectivités hautes parce qu'il y en a un certain nombre et au final, une partie, on pourrait imaginer que cette partie d'héritage, ce soit, une prise de relais, des collectivités hautes, pour qu'elles puissent animer, à leur échelle aussi, peut-être, autour de fan zone, cette politique achat. Totalement, ouais. Bah, c'est nos partenaires publics, nos collectivités hautes et même nos collectivités partenaires qui ne sont pas forcément hautes, à qui on a partagé justement ce livret achat responsable qui va les aider à justement pouvoir réaliser donc des fan zones ou d'autres événements en périphérie de la Coupe du Monde de rugby de manière responsable et ensuite pouvoir perdurer par la suite. C'est notamment un des succès, on va dire, de cette politique qu'on a mis en place, à voir que et de ce livret qu'on partage et qu'on voit qui fonctionne, on va dire, autour de nous, chez nos parties prenantes, qui ont la volonté déjà de l'avoir et ensuite de mettre en place ce qui est inscrit. Merci beaucoup Guillaume et ça fait une parfaite transition parce qu'on sait, c'est d'ailleurs, ça a été relevé aussi dans le deuxième ouvrage de l'Observatoire BPCE assez récemment, que les collectivités publiques les collectivités territoriales sont les premiers financeurs du sport en France. On a souhaité aussi donner la parole à une collectivité engagée dans la dynamique, notamment des Jeux, via l'accueil sur son territoire d'une délégation en préparation pour les Jeux de 2024, la délégation britannique. Merci beaucoup, Émilie Frey, de nous faire le plaisir de votre présence aujourd'hui. Accueillir les Britanniques, c'est pas tous les jours. Par ailleurs, les achats, c'est quand même quelque chose d'assez important dans une collectivité, d'autant plus avec l'évolution du cadre légal qui impose à un petit peu plus de collectivités de se doter de schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Vous avez dû, si je ne dis pas de bêtises, faire des achats, au moins un gros achat assez récemment pour l'accueil des Britanniques. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment vous avez réussi aussi à intégrer des critères environnementaux qui sont pas forcément les premiers auxquels on pense quand on achète des équipements sportifs, parce que si je me souviens bien, c'est le cadre de cet achat. Ouais, alors bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse de participer à cet événement parce que voilà, c'est vrai que les témoignages qu'on a entendus jusque-là sont très intéressants et en tant que représentante d'une collectivité locale, c'est très inspirant.
Alors, je suis contente de participer parce que voilà, la ville de Reims est concernée à plusieurs titres par ce webinaire. Tout d'abord parce qu'effectivement, on a une volonté politique très forte au niveau de la ville de Reims et de la communauté urbaine du Grand Reims en matière de développement durable. Et puis parce que la ville de Reims a été labellisée Terre de Jeux 2024. Et effectivement, parce que comme vous le disiez, on va accueillir la délégation olympique britannique pour les entraînements. Donc dans ce cadre-là, effectivement, on a passé il y a quelques mois un appel d'offres pour l'acquisition et l'installation de matériel professionnel de gymnastique. Alors, on était dans le cadre de renouvellement de matériel au sein de notre collectivité. Donc, c'est vrai que voilà, on a essayé de combiner à la fois notre volonté de renouveler notre matériel et la nécessité d'avoir du matériel pour accueillir la délégation britannique. Concrètement, en fait, la délégation nous a imposé, on va dire, d'avoir du matériel qui répond aux normes olympiques pour avoir la possibilité de faire un entraînement voilà, dans les conditions réelles. Ce qui fait qu'on a eu quand même des contraintes assez fortes parce qu'il n'y a que 2 prestataires en fait, qui sont en capacité de répondre. Donc c'est vrai que nous, on a une politique d'inclure du développement durable dans nos marchés depuis de nombreux mois, voire quelques années. Donc on essaie de le systématiser dans nos marchés publics. Mais là, le risque, c'était d'avoir une infructuosité. Donc, en effet, on a réussi quand même à inclure un critère environnemental dans notre marché, mais on l'a limité à 10 points. Alors, c'est ce qu'on fait en général, hein, pour le coup. On n'en est pas à des valeurs plus élevées pour le moment sur les critères environnementaux. En général, on tourne autour de 10 points. Mais là, voilà, on a réussi quand même à inclure ce critère donc, qui portait sur les modalités de traitement des déchets, le recyclage des emballages et sur la description des mesures mises en œuvre par le candidat pour répondre aux enjeux environnementaux et réduire l'empreinte carbone de son activité. Donc voilà, c'est vrai que ça reste un critère très généraliste, mais comme je vous le disais, l'idée, c'était surtout d'éviter une infructuosité sur ce marché. Merci beaucoup pour ce premier témoignage. Si on sort un petit peu, alors déjà j'espère que vous avez trouvé preneur et que les équipements de gym vont pouvoir être livrés et positionnés comme il se doit. Simplement quand on achète, là pour le coup, avec un peu le cahier des charges d'une délégation olympique, qu'est-ce que va devenir ce matériel-là? Première question. Et est-ce qu'il y a d'autres projets d'achat dans le cadre des Jeux ou en dehors on commence à parler un petit peu des difficultés. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés pour essayer d'étendre ces achats dans le contexte un peu événementiel sportif caractérisé par l'éphémérité en fait de tout ça? Alors, comme je vous le disais, en fait, on était quand même sur une réflexion de renouvellement de notre matériel sportif. Donc, en fait, l'avantage, c'est que comme c'est arrivé au même moment, mais en fait, ce matériel va être conservé au sein des équipements sportifs de la collectivité pour être utilisé au-delà des Jeux Olympiques. C'est-à-dire que bon, ça va servir aux scolaires, ça va servir au grand public qui auront la chance de pouvoir s'entraîner sur du matériel olympique. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de conserver et de continuer à utiliser ce matériel au-delà des Jeux Olympiques. Après, effectivement, on ne va pas se contenter uniquement de cet appel d'offres dans le cadre des Jeux Olympiques. On a d'autres choses de prévues. Alors, cependant, on n'est pas forcément en avance, mais toujours est-il que notre stratégie est simplement en cours de validation. Donc, les marchés publics vont suivre dans la foulée. Et en termes événementiels, il est effectivement prévu d'organiser un certain nombre d'événements au fil de l'année. Donc ça va être vu avec la direction de l'événementiel et l'idée, c'est peut-être d'essayer de travailler vraiment en lien avec eux
pour rester dans cette dynamique de développement durable. Alors effectivement, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident dans le domaine de l'événementiel. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Et nous, effectivement, on n'est pas, dans le cadre de l'événementiel, on n'est pas forcément encore prêt sur ce sujet. Alors, tout simplement parce que on en est encore aux prémices sur le sujet du développement durable, donc on ne sait pas forcément comment l'inclure dans nos procédures. Et puis, par ailleurs, il faut réussir aussi à tout combiner, parce que, comme le disait Simon tout à l'heure, ce qui fait la différence finalement aujourd'hui, c'est la politique RSE d'une entreprise. Sauf que toutes les entreprises ne sont pas forcément prêtes à ça. Et nous, le problème, c'est qu'on a plusieurs choses à combiner, puisqu'on doit inclure le développement durable, mais on a aussi la volonté d'aider les TPE et les PME, ce qui, du coup, n'est pas forcément toujours compatible. Donc voilà, nous on a cette volonté également au niveau de la collectivité, puisqu'on a adopté une charte d'accès de la commande publique aux TPE-PME. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de réussir à la fois à rendre la commande publique accessible aux petites structures et en même temps à faire du développement durable. Ce qu'on se disait en préparant ce webinaire, c'est que un des freins également, et je pense que les personnes qui nous suivent en ligne et qui font partie de collectivités observent la même chose, c'est que la commande publique vient souvent en bout de chaîne et n'est pas forcément intégrée suffisamment en amont dans les réflexions d'achat, ce qui complexifie l'intégration de dynamiques ou de critères, de clauses particulières. J'imagine que sur le volet du sport, et encore plus si on parle d'animation socio-sportive pour les habitants du Grand Reims, vous êtes confrontés à la même chose en fait. Complètement, parce qu'en fait, on a les directions opérationnelles d'un côté qui travaillent sur tous ces événements notamment. Et nous, en effet, mission de la commande publique, qui travaillons sur la partie réglementaire, sur la partie de définition des critères en lien avec la stratégie achat. Le problème, c'est qu'effectivement, on a tendance un peu, j'imagine qu'on n'est pas la seule collectivité à fonctionner comme ça, mais on a tendance à travailler un peu en silo, ce qui fait qu'il n'y a pas forcément toujours d'interaction entre les services. Et malheureusement, comme on travaille toujours un peu dans l'urgence, effectivement, la direction de la commande publique est toujours sollicitée au final, et souvent quand il est un peu tard, quoi. Donc, effectivement, nous, on essaie de travailler au sein de la collectivité pour multiplier les outils qui nous permettent d'intervenir un peu plus en amont pour pouvoir inclure toutes ces problématiques dans la commande publique. Et on a une cellule achat qui intervient en termes de sourcing et de benchmark, ce qui fait que ça nous permet de réfléchir un peu plus en amont sur la manière d'inclure des critères sociaux et environnementaux dans nos marchés. Mais pour le moment, il n'y a pas assez d'interaction entre les différentes directions. Est-ce que la réécriture ou l'approfondissement des spazers, dont je mentionnais l'existence, et je sais que vous êtes en cours de finalisation de rédaction de ce spazer, est-ce qu'au sein du comité de rédaction, ça pourrait être un organe, une entité de réflexion autour de ces sujets pour désiloter, parce que je reprends le terme que vous avez utilisé. Ouais, tout à fait. En fait, c'est un peu notre objectif, c'est-à-dire que quand on a commencé à travailler sur l'élaboration du spazer, enfin à travailler sur le projet, l'idée ça a été de dire il faut absolument travailler sur ce projet avec l'ensemble des directions concernées. Donc il y a évidemment un comité technique qui a été mis en place. On a associé l'ensemble des directions pour voir un peu ce qu'elles étaient déjà en mesure de proposer en termes de développement durable et ce sur quoi on allait pouvoir travailler avec elles. Et en parallèle, on a travaillé également avec l'extérieur en associant les fédérations professionnelles à la démarche. Ce qui permet d'associer vraiment tout le monde au projet. Et nous, notre objectif, c'est de pouvoir impulser une dynamique une fois que le spazer aura été adopté et de travailler sur
sur toutes ces thématiques-là et d'avancer tous ensemble parce que voilà, effectivement, on en est vraiment pour l'instant au début. Alors en termes environnementaux, on est un peu plus en avance, mais par contre sur les critères sociaux, on a encore beaucoup de travail et on n'en est vraiment qu'au début sur le sujet. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Arsène. Est-ce que c'est mieux comme ça? J'ai l'impression que c'est mieux. Je disais merci beaucoup, Émilie, pour ce retour d'expérience qui est pas, voilà, c'est pas tout rose, les achats responsables, notamment dans le cadre d'événements qui sont éphémères et qui s'inscrivent pas forcément dans la durée. C'est toujours un peu compliqué de faire voyager ces deux mondes ou plutôt parler ces deux mondes. Je vous propose d'essayer d'ouvrir aussi un petit peu les chakras avec le RTES et Chloé Séché qui va nous parler un petit peu aussi de ce travail de mise en lien entre collectivités et bonnes pratiques sur les achats responsables pour que au sein des collectivités, et je pense qu'Émilie, vous ne me contredirez pas, on cherche les bons canaux de communication et les bonnes idées pour pouvoir désiloter et travailler mieux tous ensemble. Chloé, je vous laisse la parole pour présenter le RTES et les actions engagées sur le volet achat responsable. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup pour l'invitation. Alors très rapidement, le RTES, c'est un réseau de collectivités territoriales qui soutiennent l'économie sociale et solidaire et qui réunit aujourd'hui près de 200 collectivités. Voilà, vous avez la cartographie qui apparaît vraiment de tout niveau, donc de toutes petites communes aux régions. Voilà, il y a vraiment toutes les collectivités qui développent des politiques de soutien à l'économie sociale et solidaire et qui souhaitent rejoindre le réseau peuvent le rejoindre, sachant qu'on a vraiment un principe d'action, d'aborder l'économie sociale et solidaire, non pas comme uniquement une politique publique dédiée, mais bien de voir comment, sur l'ensemble des compétences des différents niveaux de collectivité, les collectivités peuvent travailler avec des structures de l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment un réseau qui permet aux agents et aux élus d'échanger, de participer à des temps de sensibilisation, des temps de formation. Puis on a également tout un aspect plaidoyer aux échelles nationales et internationales. Et donc, par rapport au sujet du jour, c'est vrai que depuis ses débuts, le RTES travaille sur les modes de contractualisation entre collectivités territoriales. J'ai un écho, je ne sais pas si vous l'avez aussi, entre collectivités territoriales et structures de l'économie sociale et solidaire. On est plutôt on défend plutôt des modes de contractualisation qui favorisent la coopération et la co-construction. Néanmoins, voilà, la commande publique, quand il s'agit de répondre aux besoins des collectivités territoriales, est bien identifiée et même de plus en plus identifiée par les collectivités comme un levier d'action fort pour un développement économique durable de leur territoire. Et puis on voit bien que c'est vraiment au regard de la masse, de l'importance que représente la commande publique, un véritable levier d'action pour des politiques publiques de transition. Du coup, sur ces sujets, c'est vrai qu'on développe beaucoup d'outils, on organise des temps de sensibilisation. On aura pas plus tard qu'après-demain, dans le cadre de la semaine ASER, un club dédié à ce sujet sur la région Pays de la Loire. On crée de la ressource. Voilà, l'idée, c'est bien de mettre en évidence l'ensemble des dispositions du Code de la commande publique. Non, c'est la précédente, s'il vous plaît. L'ensemble des dispositions du Code de la commande publique qui favorisent le travail avec les structures de l'économie sociale et solidaire. Je veux bien que vous reveniez sur la slide précédente. Merci. Et je pense que ça peut être intéressant parce qu'en fait, certaines ont été évoquées. Enfin, c'est le cas des clauses, donc ce qu'on appelle conditions d'exécution et critères d'attribution, clauses sociales et environnementales. On a parlé aussi de la notion de cycle de vie et beaucoup des marchés réservés aux opérateurs économiques, soit de l'insertion par l'activité économique et ou des structures qui travaillent avec des personnes en situation de handicap. Mais c'est vrai que voilà, il y a
il y a quand même d'autres leviers à disposition des collectivités territoriales, déjà dans le code de la commande publique qui favorise ce travail avec les structures de l'ESS. L'utilisation des labels, c'est vrai qu'on l'a, ou alors peut-être je suis passée à côté, mais je crois que personne n'a évoqué l'utilisation de labels, par exemple du commerce équitable. Il y a quand même une structure Rebond qui est assez connue dans le domaine du sport pour la fabrication de ballons vraiment équitables, par exemple. Enfin, voilà, il y a aussi la possibilité via l'utilisation de labels, s'assurer d'un travail avec des structures, alors de l'économie sociale et solidaire, ou en tout cas qui ont une démarche sociale et environnementale forte. La question des achats innovants aussi, je pense que c'est vraiment un levier d'action sur un certain nombre de sujets, notamment les achats innovants et le dispositif qui permet en deçà de 100 000 € de passer des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable. Donc vraiment en s'appuyant sur le sourcing, il a été évoqué rapidement, mais c'est vraiment finalement un point d'appui extrêmement fort. Bien connaître les structures de son territoire, être en capacité de savoir à quels besoins et quelles réponses elles peuvent apporter. C'est vraiment un point essentiel. Là apparaissent quelques dispositions du code de la commande publique, mais les pratiques d'achat de la collectivité sont hyper importantes en la matière. Donc là, s'appuyer sur les réseaux, contacter les réseaux de l'économie sociale et solidaire, les CRES, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, les différents réseaux de l'insertion par l'activité économique, des entreprises adaptées, est quand même un excellent moyen aussi de connaître les structures du territoire et de commencer à échanger avec elles et du coup de voir à éviter les marchés infructueux et penser vraiment des marchés où des structures du territoire auront la capacité de répondre. Et puis après, quelques procédures simplifiées, donc notamment les marchés de gré à gré en dessous de 40 000 €, l'allotissement, mais ce sont des choses qui ont déjà été évoquées. Autre point qui a aussi été évoqué précédemment par Émilie Frey sur le SPASER. Enfin, je pense qu'effectivement, beaucoup de collectivités travaillent en silo et le SPASER ou en fait une charte d'achat responsable co-construite en transversalité de la collectivité, un excellent moyen pour justement favoriser le travail en transversalité, mais aussi l'identification d'une politique commune et de sortir un peu d'un achat qui serait une pratique technique, mais d'aller vraiment sur un achat qui prend en compte les considérations sociales et environnementales, qui est vraiment un choix politique. Et pour ça, que ce soit via le travail en transversalité, mais aussi avec les structures du territoire, justement pour partager les besoins, mais aussi les contraintes, on pense que le SPASER où les chartes achats responsables sont vraiment de formidables appuis. Voilà, je crois que j'ai peu de temps, mais je voulais juste adresser quelques points. Et peut-être après, sur une slide suivante, je voulais partager avec vous quelques leviers d'action par rapport au sujet du jour, sur l'événement, sur tout ce qui est dans le cadre du sport et de l'événementiel sportif, tous les leviers d'action des collectivités pour favoriser une commande publique avec des structures de l'ESS. Bon, en fait, finalement, beaucoup ont été évoqués, qu'il s'agisse de la construction d'équipements sportifs et de la possibilité d'avoir des marchés ou des lots avec des structures de l'ESS, soit via des marchés réservés, soit certains lots. Enfin voilà, il y a aussi beaucoup de coopératives positionnées dans le bâtiment. Enfin, il y a vraiment des possibilités fortes sur cet axe-là. La question, là aussi, du réemploi, du recyclage des matériaux avec, encore une fois, beaucoup de structures de l'économie sociale et solidaire positionnées sur ces sujets. La question de la structuration de filières, c'est vraiment un enjeu de plus en plus pris en compte par les collectivités locales. Et pourquoi pas l'intégration de la filière sport ou de plusieurs filières sport dans la réflexion. C'est vraiment, ça a été évoqué tout à l'heure par Doudou et compagnie sur la réindustrialisation, mais plus largement, on voit apparaître de plus en plus de recycleries sportives dédiées vraiment au matériel sportif, des structures, avec une diversité de structures, et les collectivités ont vraiment un levier d'action fort pour pouvoir mettre autour de la table une diversité d'acteurs qui ne se parlent pas forcément et justement
favoriser les coopérations économiques, le travail autour d'une filière. Les goodies, etc., ça a été évoqué. Et puis après, on l'a peu dit, mais autour d'un événementiel sportif, il y a tout un ensemble d'actions de communication, de sensibilisation, d'accueil du public. Et là aussi, on aura beaucoup de structures de l'ESS qui sont sur ces enjeux. Après, voilà, je voulais juste en ouverture, parce que c'est important pour nous, Clémentine l'a dit tout à l'heure, les collectivités territoriales sont les autorités publiques, les premières financeuses du sport, mais ça ne passe pas uniquement et loin s'en faut par la commande publique. Et voilà, je voulais aussi rappeler que finalement, si on veut travailler sur la structuration de filières sportives sociales et solidaires, ça ne passe pas que par la commande publique. Il s'agit de soutenir les structures, associations notamment, mais pas que, de son territoire, sur tout un ensemble de leviers d'action. Enfin, voilà, de plus en plus, on reconnaît la fonction des structures du sport pour l'inclusion, notamment l'insertion des jeunes, mais avec aussi des enjeux autour de la santé, etc. Et puis, peut-être quelques mots sur des structures de l'ESS qui apparaissent de plus en plus pertinentes sur un certain nombre d'enjeux, juste deux, pour en évoquer deux, les groupements d'employeurs qui permettent, qui sont un outil assez efficace pour mutualiser l'emploi, et sur les questions d'animateurs, animatrices sportives, ça permet aussi de sécuriser les personnes, les salariés. Et les SIC, sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui se développent de plus en plus dans le milieu sportif et ouvrent aussi de nouvelles perspectives en termes de coopération entre collectivités et structures de l'ESS et autres entreprises sur les territoires. Voilà pour les quelques mots que je voulais vous partager. Merci beaucoup, Chloé. Avec tout ça, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à, notamment à toutes les collectivités qui nous écoutent, s'il y en a. Il y a plein de ressources sur le RTES, il y a le site qui s'affiche à l'écran. Beaucoup de guides aussi, en fonction de la typologie et de l'échelle de la collectivité. Je vais m'arrêter de parler et laisser plutôt la parole à ceux qui nous écoutent depuis le début. Tout à l'heure, on avait une question autour de l'héritage, héritage des méthodes, mais aussi des écrits. J'ai cru comprendre que certains avaient très envie de recevoir le guide de France 2023. Donc, Guillaume, n'hésite pas à le partager s'il est en ligne, et on se fera un plaisir de le repartager en même temps que le replay à tous ceux qui n'ont pas pu y assister et qui étaient inscrits. L'idée, c'est que ces démarches-là puissent continuer au-delà de ce temps d'échange, et puissent aussi s'aimer, faire des petits sur tous les territoires, que les collectivités qui envisagent d'organiser, par exemple, une fan zone dans le cadre de France 2023 ou Paris 2024, puissent aussi se poser cette question. Et justement, sur Paris 2024, je vais redonner la parole à Silver, qui a levé la main. Oui, Clémentine, je te remercie, mais je crois qu'il y a une question sur l'insertion. Et alors, je vais peut-être dire quelques mots sur essayer d'apporter quelques éléments de réponse côté Paris 2024. En fait, concernant l'insertion, alors comment on va s'y prendre nous de notre côté? Tout d'abord, on intègre des clauses sociales d'exécution dans la plupart de nos contrats. Je parlais des contrats de logistique, de nettoyage, de travaux, de maintenance, de sécurité, de restauration. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, sur le pilier central que vous avez vu tout à l'heure, l'innovation sociale, on a une obligation de résultat. C'est-à-dire que nos prestataires, les attributaires de marché avec lesquels on travaille, sont tenus une obligation de résultat. Et ils doivent mettre en place des actions d'insertion. Il y a deux familles prioritaires qui ont été retenues, la restauration et la sécurité, avec un taux plancher de 10%, un minimum de 10% d'heures d'insertion. Et pour le reste, c'est ouvert à la négociation. Certains de nos attributaires de marché sont allés beaucoup plus loin, notamment sur la logistique ou le nettoyage ou les travaux, par exemple. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et ensuite, il y a un dispositif concernant l'insertion qui a été ce qu'on appelle un dispositif de facilitateur qui a été mis en place au niveau national avec plus de 100 personnes
sans binôme, enfin il y a 50 binômes avec un responsable Pôle emploi et puis un responsable, un facilitateur des collectivités qui sont là pour aider les attributaires de marché à mettre en place leur action d'insertion. Donc il y a un dispositif qui est en train de se mettre en place au niveau national pour aider tous nos attributaires de marché à mettre en place les actions d'insertion sur lesquelles ils se sont engagés. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, bien sûr, ESS 2024, qui nous aide beaucoup sur tous ces sujets-là, l'insertion, à mettre en relation les différents acteurs du marché, les ETTI, les SIAE, etc. Et voilà ce que j'avais à dire concernant l'insertion et ce que nous avons mis en place côté Paris 2024. Et je précise que ça porte ses fruits. Tout à l'heure, on a sauté une petite slide sur l'intégration de ces publics, notamment via les structures d'insertion par l'activité économique qui font partie de l'économie sociale et solidaire. Je pense qu'on a une slide dédiée à ce type de fournisseurs qui sont complètement intégrés à la dynamique des jeux. Sylvain, je te laisse commenter. Oui, rapidement, oui, il y a un petit focus sur les fournisseurs. Aujourd'hui, à date, on travaille avec, on a fait monter à bord 175 structures de l'économie sociale et solidaire. Il y en a 125 de rang 1 avec lesquelles on travaille en direct, avec lesquelles on a signé directement, on a signé un contrat. Et puis, on a une cinquantaine, 50 ESS avec lesquels on travaille indirectement, c'est-à-dire qui se situent en rang 2, voire plus, rang 2, rang 3. Et ça représente en gros 10 millions d'euros, mais je crois que c'est en train de monter, puisque là, on était à fin avril 2023. Il faut savoir que nos attributaires de marché, notamment ceux qui vont travailler sur la livraison des événements, sont en train de sélectionner, de sourcer et sélectionner les structures de l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce chiffre de 175 va monter va être amené à augmenter dans les mois, les semaines et les mois qui viennent, grâce à nos attributaires de marché qui se sont engagés à travailler avec des structures de l'économie sociale et solidaire. Et sur ce pilier numéro 5, on a une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'on a demandé à ces attributaires de marché de faire leurs meilleurs efforts pour embarquer avec eux les TPE, PME locales et les structures de l'économie sociale et solidaire. Merci pour cette reclarification toujours aussi enthousiaste. Je vais laisser de nouveau la parole au chat, à la salle, si certains souhaitent activer leur micro pour poser des questions ou si certains intervenants souhaitent compléter des informations, n'hésitez pas. On a une petite question concernant une association d'insertion qui voudrait savoir comment, via quelle plateforme, entrer en relation avec les entreprises signataires de marché ou des sous-traitants. Alors, côté Paris 2024, je laisse Sylvain mentionner comment ça se passe pour avoir connaissance des entreprises signataires de marché. Côté France 2023, n'hésite pas, Guillaume, s'il y a des moyens particuliers mis en place pour faire connaître les attributaires de marché. Alors, ça, c'est une très bonne question. Concernant la liste des attributaires de marché, aujourd'hui, on a sélectionné... il y a une liste des attributaires de marché qui va être, que vous aurez la possibilité de consulter sur le site de ESS 2024 et des CCI, notamment CCI du 93, CCI 78, 95, CCI Auvergne-Rhône-Alpes et CCI des Bouches-du-Rhône, si vous souhaitez savoir avec qui on travaille, en sachant que sur cette liste, on a sélectionné à la fois nos partenaires et nos prestataires, dont les montants commandés sont supérieurs à 215 000 euros. Et on a sélectionné également les prestataires avec un taux, je dirais un fort des prestataires qui sont susceptibles de sous-traiter fortement. Ce sont deux critères de sélection pour cette liste d'attributaires de marché. Et je crois que ça représente 125 sociétés et ou structures. C'est clair. Et je confirme que ce sera en ligne, en tout cas côté ESS 2024, dès cette semaine. On vous partagera évidemment tout ça. Guillaume, est-ce que du côté de France 2023, il y a des choses mises en place pour faire connaître les entités, les entreprises qui travaillent avec vous?
Alors, je ne l'ai pas forcément en tête, là, pour être tout à fait honnête, plus du côté du service achat chez nous. Donc, je n'aurai pas forcément d'éléments de réponse. Juste rebondir sur la question du livret. Le livret doit être disponible normalement sur le site d'ici la fin de la semaine prochaine. Le site donc RWC 2023, donc de la Coupe du Monde de rugby. Et je pense qu'on pourra peut-être passer via ESS 2024 pour pouvoir le diffuser à la liste des participants de cette réunion. Voilà. Avec grand plaisir, et je suis sûre que ça intéressera à la fois les entreprises et les collectivités qui semblaient très, très intéressées par la démarche. On a une autre question concernant une bourse de service. Alors, peut-être préciser, Julien Roulier, la question. Est-ce qu'il s'agit de bourse à la cotraitance ou d'actions de services pour vous aider à répondre à des marchés? Oui, bonjour. Je dirige une entreprise d'insertion qui s'appelle Urban Environnement. On rénove du mobilier urbain, on pose des objets urbains et on pose de la communication événementielle. Donc, on est assez concerné par ce qui a été dit par Paris 2004 et EGL, pour qui on travaille de temps en temps. Non, en fait, bourse de service, c'est savoir si c'était un peu en lien à l'autre question. Est-ce qu'il y avait une plateforme où on positionnait nos offres justement par rapport à ces entreprises qui sont en demande? Donc, ça a été répondu partiellement, c'est-à-dire sur le site Paris ESS 2024, on aura les informations, mais c'était plus savoir si c'est une plateforme proactive où on pouvait dire, voilà, moi je suis intéressé par tel morceau du lot ou tel lot de tel marché, parce que j'ai vu passer beaucoup de lots, on n'est pas très gros, donc on n'a jamais pu se positionner complètement, même si j'ai un marché en cours, mais j'en parle pas parce qu'il est en cours, voilà, dans le cadre d'un groupement. Voilà, c'était simplement ça, savoir si il y avait quelque chose de proactif. Merci. Sylvain, est-ce que tu souhaites rebondir ou est-ce que je complète simplement en disant que c'est en donnant accès à cette information que vous pouvez complètement par vous-même démarcher commercialement les entreprises. Il y en a certaines qui sont connectées aujourd'hui. Tous les besoins, Sylvain, n'hésite pas à me compléter ou à me contredire. Tous les besoins de tous les opérateurs ne sont pas tout à fait connus. En tout cas, les besoins qui restent à pourvoir. On devrait avoir une visibilité, en tout cas Paris 2024 devrait avoir une visibilité plus claire d'ici la fin de l'année. Oui, en sachant que nous, on est soumis au code des marchés publics, donc, et la plupart de nos attributaires de marché, des sociétés avec lesquelles on signe, ce sont des boîtes privées, des sociétés privées, c'est-à-dire que une fois que vous aurez pris connaissance de la liste de ces attributaires de marché, vous pourrez librement aller taper, prendre votre bâton de pèlerin et aller taper à leur porte si des besoins existent dans votre domaine d'activité. En tout cas, si ces besoins sont couverts ou pas par ces sociétés, en sachant qu'on organise régulièrement avec ces sociétés, un peu aux quatre coins de France, des webinaires pour expliquer à la fois la stratégie responsable des achats dont j'ai parlé rapidement aujourd'hui, mais surtout la programmation des marchés à venir chez eux, chez les prestataires avec lesquels on va travailler, puisque ce sont eux qui vont acheter à notre place. Donc, il y a ça. Et puis, et je dirais, le fait de vous inscrire, de vous référencer sur le site d'ESS 2024, d'être présent, puisque vous allez rentrer dans nos radars. À partir du moment où vous êtes référencé parmi les 6000 entreprises de ESS 2024, vous rentrez dans nos radars. Et surtout, ESS 2024 peuvent vous mettre en relation, en fonction des appels d'offres qui tombent, avec d'autres structures beaucoup plus grosses pour vous adosser et éventuellement répondre en groupement sur des besoins bien spécifiques. Merci beaucoup pour ce complément de réponse. Est-ce que certains ont d'autres questions à poser? Sinon, il ne me reste plus qu'à donner la parole, le mot de conclusion au directeur de SS 2024, justement, Nicolas Perronnet. Voilà, pour clôturer, on reste évidemment à votre disposition si à la suite de ce webinaire, vous souhaitez avoir des compléments d'information ou des réponses à vos questions sur lesquelles vous n'auriez pas osé mettre un petit mot dans le chat. Nicolas, je te laisse la parole pour conclure ce temps d'échange. Merci beaucoup Clémentine, merci à tous, merci à tous les intervenants, Paris 2024, à France 2023, je pense que c'était
très important pour nous de montrer justement que dans l'événementiel, avec la France qui va être au premier plan dans l'année à venir et dans l'année 2024, voilà, premier plan événementiel sportif sur la scène internationale, de montrer que les choses bougent très rapidement, dans la lignée notamment de la loi climat et résilience de 2021, avec tout ce qui s'est passé, tout ce que ça a changé pour la commande publique. On le voit que ça change à différents niveaux, ça change pour directement les donneurs d'ordre, ceux qui passent des marchés, les collectivités territoriales, là en l'occurrence aussi les organisations d'événements sportifs, qui sont obligés de se contraindre maintenant à cette nouvelle réglementation. On voit que Paris 2024, France 2023, ça permet vraiment de faire caisse de résonance, et on est certain que ça va aussi permettre voilà, de laisser une trace parmi les futurs événements qu'il y aura organisés en France, pas que sportifs, pour s'inspirer de tout ce qui aura été fait. On voit aussi qu'il y a des grands groupes, des grandes entreprises qui derrière vont avoir aussi de la sous-traitance à solliciter, qui sont obligés de se mettre dans cette démarche RSE. On l'a vu avec le témoignage de GL Events, de Doudou et compagnie. Et ça, je pense que c'est aussi aujourd'hui pour OSS 2024, mais dans l'organisation des Jeux, le point un peu de bascule. Comment est-ce qu'on arrive à passer de la période marché public publié sur les plateformes à une période où on a des grosses entreprises, des fleurons de l'événementiel sportif français comme GL Events, comme Amaury Sport Organisation, qui vont organiser les Jeux et qui se saisissent de ces engagements en achat responsable pour sous-traiter à des acteurs de l'économie sociale et solidaire notamment. Peut-être pour pas être trop long et terminer, sur OSS 2024, effectivement, nous, on espère laisser en héritage une place de l'ESS dans l'événementiel sportif qui va être maintenant prédominante par rapport à ce qu'elle était avant. On n'a jamais autant parlé d'ESS qu'actuellement dans l'organisation d'un grand événement sportif. C'est grâce à l'engagement de Paris 2024, c'est grâce au travail que font les équipes de SS 2024, de Paris 2024, de la Solidéo, mais de toutes les collectivités aussi impliquées dans l'organisation des Jeux. Et ça, c'est quelque chose qui restera par la suite quand on fera la mesure d'impact. Et du coup, je terminerai en remerciant Clément et Clémentine d'avoir organisé ce webinaire qui a été une franche réussite de par la richesse des échanges qu'on a pu avoir. Et ESS France, du coup, pour cette semaine des achats responsables qui bat son plein. Donc, je vous remercie à tous d'avoir participé à cet événement et je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine. Merci beaucoup. Merci. Excellent après-midi et rendez-vous très bientôt sur le site de SS 2024 par mail si vous avez des compléments de questions à poser. On reste disponible évidemment pour y répondre et partager encore toutes ces bonnes pratiques, tenter d'essaimer un maximum pour faire naître de ce temps d'échange de nouvelles bonnes pratiques et de nouvelles bonnes expériences à continuer de construire ensemble. Merci à l'ensemble des intervenants. Un immense merci vraiment pour vos témoignages très précieux et rendez-vous très bientôt. Merci beaucoup.